Alors, la structure ou bien les structures d'un solide. Dans un solide, quelle que soit sa nature, les espèces chimiques qui le constituent, c'est-à-dire qui le forment, donc ils s'organisent dans des structures géométriques bien définies. Donc ils prennent bien sûr des formes bien définies dans l'espace et bien sûr sont liés entre eux en mettant en jeu des liaisons chimiques particulières. Alors on aura deux formes structurales limites de l'état solide. C'est-à-dire deux formes structurales limites sont possibles pour un solide. Soit une structure cristalline, bien les structures cristallines, soit les structures amorphes. Je vais les détailler par la suite. Qu'est-ce que c'est une structure cristalline? Les constituants dans une structure cristalline sont bien rangés. Ils sont rangés de manière régulière et périodique dans un réseau tridimensionnel. C'est-à-dire, si vous avez un repère lié au solide, vous pouvez connaître avec précision les coordonnées de chaque atome qui constitue le solide. Alors, une structure cristalline est une géométrie particulière anisotrope, c'est-à-dire l'arrangement des atomes selon des directions différentes n'est pas la même. C'est-à-dire l'arrangement des constituants des solides dans des directions différentes n'est pas la même. Donc on parle ici d'exemples. Je vous donne les cristaux, les métaux, les sels et ainsi de suite. Pour les structures amorphes ou vitreuses. Donc le mot amorphe c'est général, vitreuse c'est particulier parce que on peut réserver le mot vitreuse aux structures amorphes transparentes. Dans ce cas-là, aucun ordre périodique n'est présent entre les constituants des solides. C'est-à-dire, si j'impose un référentiel à mon solide, je ne peux pas connaître avec précision les positions des atomes qui les constituent. Donc, les atomes sont répartis de manière hasardeuse par rapport au repère. On parle ici d'une géométrie variable. La forme amorphe est un état métastable, signifie que il présente une énergie supplémentaire dans le solide et métastable, c'est-à-dire si je donne les conditions thermodynamiques, il va se transformer en état stable. Et aussi anisotrope, c'est-à-dire, c'est la même chose que tout à l'heure, la répartition des constituants selon des directions différentes n'est pas la même. Comme exemple, je vous cite ici le plastique, c'est un matériau amorphe, le verre, c'est un matériau amorphe, le caoutchouc aussi. Voilà ici, je considère un réseau bidimensionnel Dans le premier cas, vous constatez que les atomes
se place au sommet du nœud. Chaque nœud, je trouve un sommet. Pardon, sur chaque nœud, je trouve un atome. Et par conséquent, chaque atome se trouve, chaque atome ici se trouve lié à 4 atomes et il voit 4 autres, c'est-à-dire il est entouré par 8 atomes, mais on le représente 4 plus 4, c'est-à-dire 4 à une distance dA, qui est la somme des deux rayons, et 4 à une distance D2 supérieure à D1. Donc, tout atome, quel que soit l'atome, il présente le même environnement. Je prends un deuxième, ça c'est, on l'appelle ordre complet à grande distance, c'est-à-dire chaque atome il présente un ordre identique aux autres atomes, donc c'est l'état cristallisé idéal. Ici, je trouve l'état aussi cristallisé, mais il y a des sommets ne sont pas occupés par des atomes, mais tous les atomes qui constituent se situent sur les nœuds. Donc il y a des nœuds vacants et des nœuds occupés par les atomes. Et bien sûr, d'un atome à l'autre, le nombre de voisins, il change. Ça, on a un désordre local, donc ce qui correspond plutôt à un cristal réel. Donc dans le cristal réel, le nombre de défauts, c'est pas énorme comme dans cet exemple. Et l'état numéro 3, dans l'état numéro 3, vous constatez que les atomes ici ne sont pas situés sur les sommets, ou bien sur les nœuds. Donc il y a des nœuds vacants et les atomes ne sont pas situés sur les nœuds et se sont répartis de manière hasardeuse. Donc c'est le désordre total et il correspond à l'état amorphe. Un solide est généralement caractérisé par une température de fusion bien définie qui correspond au passage de l'état solide à l'état liquide. Donc c'est ce qu'on appelle la température de fusion. Mais ce n'est pas général parce que certains solides, pour passer de l'état solide à l'état liquide, ils passent par des transformations intermédiaires qui correspondent à celles d'un liquide visqueux. Il s'agit d'états mésomorphes, des états mésomorphes ou bien les cristaux liquides. Les constituants d'un solide. Les solides se diffèrent les uns des autres par leurs constituants chimiques, c'est-à-dire ces constituants peuvent être atomiques, moléculaires, ioniques ou métalliques, c'est-à-dire le constituant est formé uniquement par des atomes liés entre eux par des liaisons covalentes généralement, ou bien formés par des molécules, ou bien formés par des ions, ou bien formés par des atomes métalliques. Ces solides se diffèrent aussi par les liaisons chimiques. Donc, les liaisons chimiques entre les constituants. C'est-à-dire,
En fonction des constituants, j'ai des liaisons chimiques. Leur arrangement dans le volume du solide. Bien sûr, je peux avoir des arrangements qui diffèrent des constituants aux autres. Donc, l'ensemble des constituants des solides, ils donnent un arrangement dans le volume des solides. Cette distribution dans l'espace constitue ce qu'on appelle le réseau cristallin, c'est-à-dire l'arrangement des constituants dans le volume des solides constitue le réseau cristallin. Alors, parmi les catégories des solides, on distingue les solides moléculaires. Dans ce cas-là, les cristaux sont formés par une juxtaposition, c'est-à-dire une molécule à côté d'une autre molécule, par une juxtaposition de molécules selon un arrangement géométrique bien défini. Et dans ce cas-là, comment sont liées ces molécules? C'est-à-dire la cohésion des cristaux est assurée par des forces de Van der Waals. Par des forces de Van der Waals, c'est-à-dire les molécules présentent des pôles positifs et des pôles négatifs, et les pôles négatifs de la molécule A viennent s'attacher au pôle positif de la molécule 2, et ainsi de suite. Comme ça, je peux constituer mon solide. C'est le cas du gaz carbonique à l'état solide, de l'eau à l'état solide qui est la glace. Les solides covalents, on les appelle aussi les solides atomiques, c'est-à-dire sont formés uniquement par des atomes. Et dans ce cas-là, les atomes sont liés par des liaisons covalentes. Les cristaux sont formés directement par des atomes, et pratiquement seuls les éléments non métalliques de la colonne 14, qui constitués par le carbone, silicium, germanium, donnent ce type de solide. La cohésion des cristaux, dans ce cas-là, est assurée par des liaisons covalentes, mais étendues à longue distance, c'est-à-dire à la totalité du cristal. C'est le cas du carbone diamant, du carbone graphite. Dans ce cas-là, vous allez avoir, par exemple, dans le carbone diamant, le carbone, il forme un cubique face centrée, et la moitié de ces tétraédriques sont occupés de manière alternative par le carbone. Dans la maille, vous allez trouver 8 carbones, 4 formant un CFC et 4 répartis sur les 6 tétraédriques formés par les carbones de manière alternative. Et chaque carbone, il est hybridé sp3 et lié au carbone de CFC. Donc un carbone dans un site tétraédrique, il forme 4 liaisons avec les carbones de CFC. Les solides ioniques. Alors, dans ce cas-là, les cristaux, ce sont des assemblages d'ions positifs et d'ions négatifs. Bien sûr, toujours les ions positifs sont entourés par des ions négatifs, et inversement, les ions négatifs sont entourés par des ions positifs. Et dans ce cas-là, la cohésion des cristaux, elle est assurée par des forces électrostatiques entre les ions de charge contraire. C'est le cas des C de la cuisine, NaCl, KCl. Il y a le solide métallique.
Les cristaux, ce sont des assemblages d'atomes métalliques. Et dans ce cas-là, on peut les considérer comme des cations positifs qui baignent dans un nuage d'électrons. C'est-à-dire, le nuage d'électrons n'est que l'ensemble des électrons de valence de tous les atomes du cristal. Alors, c'est-à-dire ici, donc vous avez des atomes de métal. Chaque atome présente des électrons de valence. Donc, tous les atomes, ils donnent leurs électrons de valence. Et ces électrons de valence, ils circulent sur l'ensemble des atomes. Donc, c'est comme si on a une liaison covalente étendue à l'ensemble du métal, mais formée par l'ensemble des électrons. Ce n'est pas uniquement des électrons, comme une liaison simple, non, mais c'est l'ensemble des électrons qui circulent autour des métaux, et ils forment une liaison métallique. Et dans ce cas-là, puisque les métaux ils donnent leurs électrons de valence, ils seront considérés comme des charges positives. Ce sont des charges positives. Et dans ce cas-là, je donne comme exemple l'or, le cuivre, le fer. Ces métaux, étant donné que leurs électrons de valence sont libres, ils circulent de façon libre, alors ce sont des conducteurs électriques. Et je vous remercie.